Déjà, merci d'être présent, d'être attentif à ce que je vais vous raconter, surtout que j'ai un rôle un peu difficile. Déjà, on a vu des projets qui nous ont été présentés et qui sont super intéressants. Ensuite, moi, je vais vous parler d'économie, donc de mécanismes qui sont forcément déjà peut-être a priori un petit peu plus chiants. Et en plus de ça, pas forcément pour vous en relation avec le domaine du bâtiment, de la construction, avec ce secteur, avec des architectes, avec des problématiques auxquelles vous êtes confrontés. En même temps, j'ai la part belle un petit peu, puisque je me rends compte que j'avais 10 minutes pour vous le faire, c'est un challenge. Donc j'avais décidé d'être particulièrement un peu provocateur, un peu rentre-dedans, ne vous inquiétez pas, c'est volontaire. Mon objectif, c'est qu'en 10 minutes, je ne peux pas vous expliquer tout ce que j'ai à vous dire. Donc la seule chose que je peux espérer aujourd'hui, c'est de planter une petite graine, quoi. C'est quelque part provoquer quelque chose chez vous qui va faire qu'à un moment ou à un autre, à votre façon, à travers les outils qui sont disponibles chez vous ou votre réseau, que vous allez essayer de vous saisir de ce que je vous dis et que ça va cheminer et qu'à un moment, on arrive à passer cette masse décisive de personnes. Une autre chose que je peux dire, c'est que grâce à mes prédécesseurs, franchement, le travail est un peu mâché, puisqu'on a parlé de coopération, on a parlé de gouvernance, on a parlé d'innovation, on a parlé de créativité, on a parlé de changement, on a parlé de transition, on a parlé de besoins du territoire, on a parlé aussi d'impératifs économiques, parce que derrière ces projets, il y a quand même des collectifs, il y a des entreprises, des cabinets d'architecture, ils doivent vivre. Aujourd'hui, ils sont même soumis à des questions et à des problématiques économiques très précises et franchement, très difficiles à gérer. Donc j'essaierai, si je peux, j'ai beaucoup aimé la présentation de Nico, alors j'ai pas moins aimé celle de Marc, mais en tout cas j'ai trouvé énormément de choses dans celle de Nicolas, sur lesquelles je vais essayer de m'appuyer pour qu'en même temps des principes que j'essaie de vous présenter, on puisse en faire une relation avec quelque chose de très opérationnel. Je propose qu'on y aille. Alors, modèle de construction et de développement d'un territoire durable. C'est intéressant parce que dans le thème de ce soir, et d'ailleurs je remercie Reciprocity et surtout Giovanna, toute l'équipe qui m'a un peu assisté, de permettre de parler de l'EF dans ce contexte-là, parce qu'on est particulièrement pertinent quand il s'agit de déconstruire quelque chose et de penser à sa reconstruction. C'est vraiment ce à quoi on est aujourd'hui face quand il s'agit d'économie. Le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'au niveau de la situation, on parle de crise, on parle de morosité, on parle de difficultés, elle peut être sociale, économique, elle peut être culturelle aussi. Enfin, on est cernés tous dans notre vie d'exemples qui nous amènent à l'impasse quelque part dans laquelle on est. Au niveau des entreprises et des territoires, si on devait faire deux groupes, ces impasses, elles soulèvent des questions. Pour une entreprise, c'est concrètement qu'est-ce que c'est le modèle économique. Donc on va passer là-dessus très rapidement pour pas le sacraliser, mais le modèle économique, c'est en fait les mécanismes et la façon dont ils s'articulent entre eux pour à un moment produire une valeur, délivrer cette valeur dans un milieu social, en tout cas un public qui a un besoin, et générer une valeur. Générer en fait, capturer une partie de cette valeur, donc monétiser cette valeur, créer une richesse, on va dire, à partir de cette valeur qui a été produite. Ça, c'est globalement ce qu'on peut résumer du modèle économique, un peu vulgarisé, mais l'essentiel est dit. Et donc, comment les entreprises, elles peuvent aujourd'hui articuler les différentes composantes qui sont à l'intérieur pour produire une valeur, la livrer à un public qui en a le besoin, et en même temps créer des richesses à partir de ça pour pouvoir se développer, pour pouvoir continuer à vivre. Elles pensent à leur résilience. Alors, je vais là citer résilience, mais résilience, on peut lui donner différents sens. Un sens très épuré, très simple, c'est la capacité à survivre. La résilience, c'est la résistance, la capacité à toujours être là, la durabilité, quoi. Et une entreprise, elle se pose cette question-là, parce que son objectif, c'est quand même d'être là demain, et si possible, d'être là l'année prochaine, et même, si possible, de se développer. On parle du sens du travail. Donc le sens du travail, alors ça, c'est quelque chose de très proche, et ça, c'est tout secteur confondu. Même le secteur associatif, le monde public. Et aujourd'hui, le sens du travail, il s'est pris une gifle. Donc là aussi, c'est le côté où je suis un peu provocateur. Et c'est concrètement de dire, j'entendais même Nicolas qui disait tout à l'heure, ce serait important, on fait travailler à Paris dans le projet de la maison faite avec les portes, excuse-moi, c'est un peu réducteur, mais on disait, tiens, on travaille aussi avec les employés municipaux, parce que quelque part, c'est important de préserver ce savoir-faire. Moi, je vais vous montrer qu'aujourd'hui, non seulement il faut le préserver, mais en plus, il va falloir le développer. Parce que comme il l'a très bien dit aussi, les ressources matérielles, aujourd'hui, on ne peut plus s'appuyer dessus. Et ce n'est pas de se dire, bon, attendez, c'est dangereux, ce fameux jour de l'année où on dépasse le seuil de matière, de ressources matérielles qui est renouvelable, ça fait des années qu'on en parle, quoi. Et on se dit, attention, ça vient, au début c'est en octobre ou en novembre, c'est passé le 14 août. Donc vous voyez la progression de ce phénomène. Donc pour moi, on n'est plus dans une posture où on se dit aujourd'hui, ça va arriver, il faut se préparer, quoi. C'est on est dedans, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? En tout cas, c'est mon point de vue et le point de vue du collectif et des collectifs que je représente et qui travaillent dur sur le terrain pour essayer de trouver des solutions.
On parle des synergies. Donc la synergie, c'est tout simplement le principe de 1 plus 1 égale 3, quoi. Comment on peut essayer de générer des effets à partir de 2 unités, mais ces effets étant plus importants, dépassant le point individuel de chacun de ces éléments. Et ça, c'est important, et pour une entreprise, aujourd'hui, alors on parle de partenariat, donc il y a des choses qui nous viennent un peu spontanément à l'idée, mais il va falloir qu'on aille plus loin. Au niveau des collectivités, c'est les trajectoires de développement, parce qu'un territoire qui soit, on va dire, culturel, ou physique, quelque part, il doit engager des politiques publiques de développement, donc choisir une direction, quelque part, et allons-y tous, on met des moyens derrière, on y croit, on se fixe des objectifs. En tout cas, c'est jusque-là, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis, dans ce cas-là, il y en a qui poussent dans le bon sens, il y en a qui tirent dans l'autre sens. Et je le dis volontairement parce que dans tous les projets qu'on a entendus aujourd'hui, qui franchement, enfin, j'espère que ça vous fait le même effet qu'à moi, c'est-à-dire que c'est enthousiasmant, on a presque l'impression qu'il y a une issue favorable, quoi, au blocage qu'on voit, dont on nous rabâche, dont on est témoin, dont nos proches sont témoins. On a l'impression que d'un côté, il y a une possibilité, quoi. Il y a une issue, il y a un espoir. Alors, il y a un espoir, mais si vous remarquez bien, et si on est un peu critique, dans l'ensemble des projets qu'on a vus là, il y a aussi un sentiment de lutte. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte, sérieux, que tous ces gens, toutes ces initiatives, ces collectifs qui se réunissent, qui se mobilisent autour d'un projet, autour d'un objectif qui peut être qualifié d'éthique, de moral, de positif, eh ben, ils sont en confrontation, quoi. Et ils sont en confrontation. Il ne faut pas être naïf, d'accord ? On est dans un modèle précis aujourd'hui qui ne reprend pas ces principes de fonctionnement, qui ne cherche pas cette intelligence collective, qui ne cherche pas à construire quelque chose de participatif. J'en ai encore subi un exemple hier, qui reflète cet attentisme, la crispation, quoi, la peur qu'on a du changement, et donc un manque de perspective. Et c'est tout ce qu'il nous faut, hein. Autant vous dire qu'il va falloir de la perspective, de la mobilisation et du courage pour y aller, parce que ces solutions, on n'y est pas habitué, donc elles nous déplacent de la position qu'on a habituellement, elles nous sortent de la zone de confort, ça se dit tout le temps, ces zones de confort, et en même temps, elle nous demande quelque part de nous confronter aux acteurs qui sont en place, qui ont fonctionné comme ils fonctionnent parce qu'ils ont toujours fonctionné comme ça. D'accord ? Et moi, j'incrimine personne. Je ne suis pas en train de dire il y a les coupables, il y a les mauvais ou il y a les bons. Hein. Mais je dis, en tout cas, il y a des victimes, et les chefs d'entreprise en font partie, certains membres des collectivités en font partie, peut-être par ignorance, mais en tout cas, aujourd'hui, il est temps de se remettre suffisamment en cause pour essayer de diminuer la charge qui pèse sur chacun d'entre nous et qui fait de plus en plus de victimes. Quel lien et quelle forme de coopération entre les entreprises? Alors je vais y revenir plus tard, donc je ne m'attarde pas parce que le temps passe. Et les enjeux et les villes des territoires durables, quoi. Donc on a vu aujourd'hui, à travers ces projets, de toute façon, ils se saisissent, hein, ils essayent d'agir sur des enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux, économiques aussi. Mais quels peuvent être ces enjeux au fond? Si on prenait une vue d'hélicoptère quelque part, quels sont ces enjeux-là? Et comment on peut les aborder? J'essaye, et j'espère, apporter quelques pistes. Alors le début de l'exposé, c'est simple. Ça part d'un constat. On se dit, on fait un état des lieux, et on est dans un modèle aujourd'hui qu'on appelle le modèle industriel, qui est un modèle propre, hein, que tout le monde connaît bien, parce qu'on le côtoie depuis une soixantaine d'années, j'ai envie de dire, plein pot. Hein. Donc modèle dominant, quasiment généralisé à quelques exceptions près, secteurs ou types d'organisation confondus. Et ce modèle, il est basé sur une logique simple, vous la connaissez tous par cœur, c'est vendre plus pour gagner plus. D'accord ? Vous connaissez ça, je suis sûr, enfin, peut-être celui qui ne connaît pas, il lève le droit. Mais et la logique de ce principe, c'est simple, c'est la logique de volume. D'accord ? Donc, plus je vends, et plus je peux créer la fameuse valeur et la fameuse richesse. Et donc, ce qui fait que la création de richesse, elle est corrélée au volume vendu. Donc ça, c'était une logique qui était assez simple et qui a bien marché en son temps, hein. Mais aujourd'hui, le seul problème, c'est que dans un cas de figure où on l'a bien illustré, on a moins de ressources et quelque part, il faudrait qu'on remette en cause les modes de consommation à cause des volumes qu'on consomme. Bah aujourd'hui, on doit baisser les volumes. Donc si on suit la logique du modèle industriel qui nous dit vendre plus pour gagner plus, si je vends moins, je vais moins gagner. D'accord ? Et j'ai entendu dans un des exposés décroissance. Alors décroissance, c'est quoi ? Décroissance, c'est partir du principe que les richesses qu'on crée aujourd'hui pour générer du bien-être, on va y renoncer et on va repartir en arrière. Et autant vous dire que quand on discute de ça, les gens ne sont pas d'accord, pas très chauds, quoi. Surtout les pays développés, les économies développées. Donc, politiquement, il est inacceptable ce principe de décroissance. D'accord ? Ni vous, ni les autres ne l'accepteront. Ou on dira peut-être les autres d'abord, et nous, on verra ensuite, quoi. Et donc, ce principe de décroissance, il faut chercher à l'éviter.
Et si on part du constat où on est confronté à une nécessité de consommer moins de ressources matérielles, mais qu'on ne veut pas être en décroissance, il faut trouver une source pour générer de la croissance, qui ne soit pas matérielle. Et la seule source qui n'est pas matérielle, qui est présente dans ces dynamiques collectives, qui est présente dans nos sociétés, qui est présente dans nos territoires, je vous la donne en 1000, on en a parlé aussi, ce sont les ressources immatérielles. Bon. J'essaie de le faire un peu aussi, un peu rigolo, parce que... Et les ressources immatérielles, c'est quoi? Alors c'est très simple, c'est... J'ai pas épuisé les 10 minutes, j'espère, parce que je vois que j'ai plus de chrono. Ah, d'accord. Parce que j'étais à 2 minutes 30 et après j'ai plus de chrono. Les ressources immatérielles, déjà bien, alors elles peuvent se classer, je pourrais vous la faire un peu scientifique ou méthodologique, dans 4 registres: la confiance, la cohérence, la santé, les compétences. Mais en fait, on peut le ramener à tout ce qui est humain, quoi. C'est la dimension humaine qui est dans les collectifs, dans les groupes, dans les villes, dans les sociétés, dans les associations, dans les bureaux des services publics. C'est le savoir-faire, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre, sentir ce qu'on appelle l'empathie. Donc l'empathie, c'est une valeur, c'est même une ressource qui est ultra précieuse, quoi, qui permet dans un projet collaboratif la capacité, vous imaginez, à se dire je dois agir avec des partenaires et ma capacité à comprendre quelles sont leurs contraintes. Donc à me mettre à leur place pour intégrer leurs contraintes de sorte que notre collectif fonctionne. Ça, c'est une compétence hyper importante, par exemple, une ressource. Bon, c'est une compétence, mais c'est une ressource. Et ces ressources-là, aujourd'hui, sont très peu valorisées. D'accord? Ça veut dire que si vous regardez, et j'en ai une preuve évidente, parce qu'il y en a qui vont contester ce que je dis et tout, la preuve évidente, c'est que si on regarde les entreprises, d'accord, elles ont des bilans, donc le bilan qui est le document dans lequel on va référencer l'ensemble de leurs richesses. Et qu'est-ce qu'on voit qui est d'ordre immatériel dans le bilan d'une entreprise? Donc là, pour ceux qui ont des entreprises ou assos, ils vont se dire, putain, dans mon bilan, je ne parle pas immatériel. Eh bien, on voit les noms, les marques, d'accord, et on voit la propriété, les composantes de propriété intellectuelle, ce que je peux protéger, quoi. Ça, c'est ce qu'on valorise dans le bilan d'une société. Donc le reste, le savoir-faire, expérience, la capacité à générer de la confiance auprès des clients, auprès des fournisseurs, ça, on n'en parle pas, quoi. Donc c'est un peu ce à quoi on est confronté aujourd'hui vis-à-vis de la nécessité de créer ces ressources immatérielles. Je reviens à mon slide, comme ça après on peut développer un peu, et j'essaie de le faire dans le cadre de l'exemple. Donc, ce modèle basé sur vendre plus pour gagner plus, il a eu un triptyque, il a un mécanisme en fait assez simple, hein, qui tient en 3. Aujourd'hui, il vise la rentabilité. D'accord? Et le processus, cette petite pyramide, elle illustre quoi? Elle dit que mon objectif premier, c'est la rentabilité. Et pour ça, je dois adapter un système de productivité qui va me permettre d'obtenir cette rentabilité, puisque c'est mon objectif premier, quoi. C'est ce que je poursuis. Et en fonction de ce système de productivité que j'arrive à mettre en place, pour obtenir la rentabilité que je souhaite, il va y avoir une qualité, quoi. Voilà. Il va y avoir une qualité résiduelle, autant vous dire. Hein. D'accord? Donc en fonction de ce qu'on cherche comme rentabilité, et en fonction de ce qu'on est capable de mettre comme système de productivité, eh ben, on a ce qui reste de qualité, quoi. Et c'est ça la logique, c'est pour ça qu'on se retrouve là où on en est aujourd'hui, je veux dire. Et je parle de choses très simples, hein, pas techniques, mais le fait qu'on vous dise, ah, tiens, ou mes parents me disent, tiens, le frigo que j'avais acheté à l'époque, il a duré 35 ans, quoi. Bah, aujourd'hui, c'est un peu, moi, le mien, quand je vais en acheter un, c'est 3 ans, quoi. D'accord? Parce que justement, la qualité, au début, aujourd'hui, elle est résiduelle. Si à une autre époque, ou si dans ce même triptyque, on mettait la qualité en haut, on aurait déjà un raisonnement différent. On se dirait, ce qu'on souhaite, c'est obtenir un niveau de qualité, quoi. Et pour obtenir ce niveau de qualité, il va falloir qu'on mette en place un certain système de productivité, quoi. Et en fonction du système de productivité qui est nécessaire pour obtenir le degré de qualité qu'on souhaite, on aura un certain niveau de rentabilité. Voilà. Aujourd'hui, on n'y est pas, puisque non seulement on est dans un modèle industriel, mais en plus, on est dans un modèle industriel qui a été financiarisé, quoi. D'accord? Donc l'objectif premier, c'est la rentabilité, soyons sûrs. Et si possible, en plus, la rentabilité sur base du capital, pas du travail. Comme ça, la boucle est bouclée, et on a ce qu'on a aujourd'hui. Bref, ne soyons pas trop négatifs, provocateur, mais pas négatif. On a une impasse dans la création de valeur, je vous le dis, parce que pour cette raison particulière, la valeur qu'on crée, quelque part, elle est résiduelle. D'accord? Et elle est directement corrélée aujourd'hui à un niveau d'utilisation de ressources matérielles. Donc on est chaîné à ça, on n'en sortira pas. La courbe qu'il a montrée, Nico, on n'en sortira pas, tant qu'on ne changera pas cette approche-là. Donc ça veut dire que ce qu'il faut tendre, c'est peut-être se poser la question de la valeur qu'on livre aux usagers, la valeur de l'activité de l'entreprise, plutôt que effectivement les ressources matérielles sur lesquelles ils s'appuient.
Le rapport compétitivité-coût et compétitivité-valeur, je l'ai bien illustré, je crois, dans la logique du triptyque. Les externalités, alors les externalités négatives, typiquement, alors externalité c'est très simple, ça paraît un peu scientifique, ça ne l'est pas du tout. Et une externalité c'est un effet involontaire. Donc typiquement, il y en a des positifs, il y en a des négatifs. Hein. D'accord, un effet volontaire, une externalité négative typiquement, c'est pour un éleveur, un élevage de porcs par exemple. Bon, bah, c'est un agriculteur, sa volonté c'est d'élever des porcs, de participer à nourrir les habitants de son territoire, il n'y a rien de mal là-dedans. Sauf qu'un élevage de porcs, ça pue. Et le pauvre village ou le voisin qui va se retrouver à côté de l'élevage, eh ben, il va souffrir d'une pollution olfactive qu'il n'a pas demandé. Et l'agriculteur, lui, il n'est pas en train d'essayer de générer cette pollution olfactive. C'est un effet résiduel involontaire, plutôt involontaire que résiduel, excusez-moi, mais de la production de son activité. Et il peut y en avoir des positives aussi. En l'occurrence, si on considère l'obsolescence programmée ou les délocalisations, ce sont des externalités. L'entreprise ne cherche pas à rendre initialement ses produits moins durables. Tu as bien dépassé. Mais avec beaucoup d'intérêt, on t'a écouté. Je ne voulais pas t'interrompre. Termine, mais sur l'exemple que si on veut garantir ce temps de débat auquel je tiens particulièrement, il faut rester. Alors, je vais juste vous montrer ça. Enfin, une minute. Malheureusement, c'est juste le schéma qui est peut-être le plus important. Mais il ne rend pas comme sur le slide d'origine. Il y a eu, vous voyez, une petite modification, mais c'est important dans le sens qu'on a entendu aujourd'hui dans les modes de production. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas nécessaire. On parle d'éco-conception, qu'on parle d'éco-efficience, qu'on parle même de cradle to cradle, ou cette logique d'économie circulaire qui consiste à utiliser les biens et à réfléchir l'ensemble de leur cycle de vie jusqu'à le réemploi en fin de vie, ils sont importants. Mais ils sont toujours appuyés sur cette logique de volume. Et c'est là où il y a un souci. Même une entreprise qui va réduire la part, l'empreinte carbone qu'elle peut avoir dans l'utilisation de ses produits en n'utilisant pas des ressources premières, mais plutôt du matériel de réemploi, tant qu'elle a intérêt, tant qu'elle ne change pas les mécanismes et qu'elle a intérêt à vendre toujours plus, on aura un problème. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'essayer de réfléchir à la qualité, à l'usage, au service qui est rendu par les produits et par les services qu'on met sur le marché. Et pour ça, il y a des mécanismes, et l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'en est un. Merci beaucoup. Merci beaucoup et désolé.